C'est réparti pour la Semaine nationale de la réconciliation, placée sous les signes de la paix et de la réconciliation comme héritage culturel. Elle sera marquée par plusieurs activités à travers le pays du 15 au 21 septembre. Sur le plan sécuritaire, l'armée malienne a renforcé ses opérations dans plusieurs localités du pays. Des affrontements ont été signalés sur plusieurs axes au cours du week-end. Puis, le tirage au sort du tournoi zonal IFOA s'est tenu ce lundi 15 septembre à Bamako. D'amples informations en fin d'édition. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation s'ouvre sous les signes de l'héritage culturel, érigé en levier de paix et de cohésion dans l'espace AES. Un rendez-vous qui rappelle que nos traditions et valeurs communes sont les fondations solides d'une réconciliation durable, comme pour dire qu'au-delà des différences, nos cultures nous unissent. Direction le CICB pour la cérémonie d'ouverture avec Djeneba Samaki. Depuis des années, le Mali a connu des moments de crise, des divisions et des conflits qui ont mis à l'épreuve son unité. Mais aujourd'hui, le pays prend une nouvelle direction, celle de la paix durable et de la réconciliation nationale, avec l'initiative de la Semaine nationale de la réconciliation. La paix, ça ne se décrète pas, mais ça se construit. Raison pour laquelle on a dit, au lieu de faire recours à d'autres personnes, à d'autres expertises, nous, entre nous les Maliens, nous devons nous asseoir à résoudre nos problèmes entre nous les Maliens. Et je pense que cette semaine va nous permettre d'échanger et de partager les expériences et surtout aujourd'hui de parler sur des mécanismes de gestion ancestrale. La route vers la paix est longue, mais ce lancement donne un signal fort. C'est celui d'un Mali qui veut se reconstruire. C'est pourquoi la CNAR 2025 prend une dimension toute particulière, celle d'une transmission, d'où le thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération. Instituée en 2019, la Semaine nationale de la réconciliation vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socio-culturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Je demande à nos braves populations de faire de la Semaine nationale de la réconciliation de 2025 un moment inoubliable pour se parler, dialoguer, se comprendre, se pardonner et d'avoir une pensée pieuse pour les victimes de l'insécurité dans notre pays. Cette semaine a pour but de permettre aux Maliens de toutes les régions de dialoguer, d'écouter et de se pardonner. Des conférences, des ateliers et des rencontres sont prévus sur tous les territoires. Et sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes passent à l'offensive. Depuis plusieurs jours, elles mènent des opérations d'envergure dans la région de Kaya, particulièrement à Nioro Sahel, après la menace de blocus lancée par des groupes armés début septembre. Aminata Keïta et Balkissa Maman Traoré. Les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations ce week-end ciblant les positions des groupes armés terroristes. Selon un communiqué publié le 14 septembre, l'armée affirme avoir effectué une frappe contre un objectif terroriste dans la zone de Dogofri, à Ségou. Cependant, c'est la région de Kay qui a connu la majorité des interventions militaires. L'une des principales actions a eu lieu sur l'axe Kay-Bamako où l'armée rapporte avoir réagi vigoureusement après une attaque. D'après des sources locales, l'incident s'est produit alors qu'un convoi transportant du carburant circulait sous escorte militaire. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des camions-citernes en flammes entre Kay et Lakamane, illustrant l'ampleur de l'attaque. Ces escortes interviennent dans un contexte de multiplication des opérations militaires dans la région. Samedi 13 septembre, l'état-major général des armées a indiqué avoir détruit plusieurs bases terroristes et neutralisé de nombreux éléments dans les zones de Sandaré et Labantara. Ces attaques surviennent alors que des groupes djihadistes annoncent depuis quelques jours un blocus dans le sud et l'ouest du Mali, notamment dans la zone frontalière avec le Sénégal et la Mauritanie. Une information démentie par l'armée lors du point de presse annuel de la DIRPA.
Comme détaillé dans notre rapport de septembre 2025, CAI est un hub économique et stratégique pour le Mali, contribuant de manière significative au PIB national, notamment grâce à la production aurifère qui représente environ 80% de l'or malien. Et sa position géographique à l'extrême ouest, bordée par le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée, en fait un carrefour commercial et migratoire clé. Et par exemple, la route nationale 1 reliant Bamako à Dakar via CAI et Diboli facilite au moins 30% des importations terrestres du Mali, soit 2,7 millions de tonnes de marchandises par an, ce qui inclut les carburants et les céréales. Le GINIM donc cible CAI pour perturber ces flux qui sont vitaux, visant à asphyxier économiquement Bamako. À noter que le 9 septembre dernier, une frappe aérienne à Moussafa avait permis d'éliminer plusieurs dizaines de combattants et d'arrêter 4 suspects dans la même zone de l'Abantara. Pendant ce temps en France, la contestation sociale ne faiblit pas. Après la mobilisation du 10 septembre, syndicats et collectifs annoncent une nouvelle grève interprofessionnelle le 18 septembre prochain pour dénoncer le projet de budget du gouvernement. Le récit de Fatoumata Wassiou. En France, les tensions sociales restent vives. La mobilisation du 10 septembre a réuni entre 175 000 et 250 000 personnes selon les syndicats autour du mouvement Bloquons tout. Et l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation le jeudi 18 septembre. L'objectif est de dénoncer les mesures d'austérité prévues dans le projet de budget du gouvernement François Bayrou qui prévoit 43,8 milliards d'euros d'économies et suscite des critiques dans plusieurs secteurs professionnels. Des perturbations majeures sont entendues dans les transports ferroviaires et franciliens ainsi que dans l'éducation, la santé, l'énergie et les pharmacies. Plus d'une centaine de rassemblements sont prévus sur l'ensemble du territoire. Les secteurs de l'énergie sont déjà engagés dans un mouvement de grève depuis début septembre, accentuant la pression sur les services essentiels. Le ministère de l'Intérieur français prévoit un dispositif de sécurité renforcé. Les précédentes mobilisations ont donné lieu à des heurts et plusieurs interpellations. La tension reste élevée entre actions de désobéissance civile et maintien de l'ordre. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient alors que le gouvernement finalise son budget et que le débat sur les orientations économiques se durcit. Les syndicats cherchent à peser sur les choix budgétaires, tandis que les autorités se mobilisent pour limiter les débordements et assurer la continuité des services publics. La grève du 18 septembre constituera un indicateur important du rapport de force sociale en France et pourrait à nouveau influencer la suite des négociations budgétaires. Sport à présent, clap final sur l'Afro-Basket U16. Des duels intenses, des surprises et de nouveaux rois du continent. Le Mali, souvent maître des parquets africains, doit cette fois-ci céder sa couronne et se contenter des accessites. Retour sur une compétition pleine de rebondissements avec Moussa Traoré. Le suspense était au rendez-vous des finales. Chez les filles, l'Égypte a renoué avec le succès. Les jeunes pharaons ont pris le meilleur sur la Côte d'Ivoire et décroché un nouveau titre continental. Une performance qui les replace au sommet de la hiérarchie africaine. Le Mali, octuple champion de la catégorie, a vu son règne s'interrompre brutalement. Les Aiglons n'ont pas réussi à se remobiliser pour la petite finale et se sont inclinés face au Cameroun, terminant au pied du podium. Chez les garçons, c'est la Côte d'Ivoire qui a créé la sensation. Portés par leur public, les Éléphantos ont dominé le Cameroun en finale et ont décroché le premier sacre continental de leur histoire. Un moment historique pour le basket ivoirien. De leur côté, les Aiglonnais du Mali n'ont pas manqué leur rendez-vous pour le bronze. Face à l'Égypte, ils se sont imposés avec autorité et s'offrent une nouvelle médaille, confirmant leur régularité au plus haut niveau. Le Mali reste l'un des piliers du basket africain de formation, toujours capable de monter sur le podium même lorsque le titre lui échappe. Mais cette édition marque surtout une double révolution ivoirienne. Les Éléphantos et les Éléphantos dames entrent dans l'histoire avec des victoires historiques. Je l'annonçais au sommaire, le Mali accueillera du 3 au 18 octobre 2025 la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations U17. En prélude à la compétition, le tirage au sort du tournoi zonal Ivoire A a eu lieu ce lundi 15 septembre à Bamako. Assetoumani Koulibaly. La cérémonie du tirage au sort était très attendue par les équipes, désormais fixées sur leurs adversaires de jeu. Elle a permis de déterminer la répartition des équipes en poules. 8 équipes sont inscrites, réparties en 2 poules. Le Mali sera tête de poule. Mali will be the head of the group A as hosting country. Vainqueur de la dernière édition. So Senegal, last winner of the competition of the last edition, winner of the last edition, sera tête de la poule B. Le Mali est logé dans le groupe A aux côtés du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Le groupe B est composé du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée.
Le tournoi UFOA A est une étape cruciale pour les sélections U17 désireuses de décrocher leur ticket pour la prochaine CAN. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les compétitions de petites catégories, c'est une porte de sortie pour plusieurs jeunes africains. Et aujourd'hui, ils auront l'occasion de se mesurer au meilleur d'Afrique de leur âge. Et ça peut de se montrer et de vendre leurs talents. La sélection U17 du Mali, à travers son entraîneur, s'est dit prête à accueillir ses adversaires. On va jouer contre 3 équipes de cultures différentes sur le plan sportif. Je pense qu'on va jouer 2 pays anglophones. On va jouer la Guinée-Bissau. Maintenant, ce sont des pays généralement où la culture footballistique est différente de celle que nous faisons. Donc, c'est à nous de s'adapter. Donc, c'est un tirage, je pense, sur lequel on ne va pas cracher. On va travailler dur maintenant. Pays hôte du tirage, le Mali s'est dit ravi d'accueillir également la compétition sur son sol. 3 stades ont été retenus pour accueillir la compétition. Nous avons le stade Mamadou Konaté à Bamako ici et le stade Mouenzen Koulibaly également. Et à Koulikourou, nous avons le stade Diarra H. Donc il y a 3 stades qui sont identifiés. Au-delà, nous avons 3 autres stades pour l'entraînement. Et je puis vous dire que dans le cadre de l'organisation, les dispositions sont prises afin que toutes les délégations puissent participer à cet événement sur le plan sécuritaire. Désormais fixé, chaque équipe devrait mieux se préparer pour cette phase zonale prévue du 3 au 18 octobre prochain. Le premier match du Mali sera face au Libéria le 5 octobre. Voilà donc, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir à tous.